Mesdames et messieurs, un réel plaisir de vous retrouver pour la nouvelle saison, la saison 5 de votre émission 52 minutes chrono avec la même équipe, les mêmes ambitions et surtout la même vocation, celle de vous servir chaque lundi en matière d'informations sportives. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir d'attaquer, c'est le mot, d'attaquer ce premier numéro avec le handball, le premier sport collectif à avoir débuté sa saison et ce malgré les difficultés et malgré ce que leur impose la loi 06. On y reviendra avec notre invité du jour, le directeur de l'organisation sportive au niveau de la fédération algérienne donc de handball, le karaté algérien en Autriche à partir du 22 de ce mois pour le championnat du monde avec cet objectif de décrocher au moins une médaille de bronze. Et puis on fera un tour d'horizon sur les sports de boule et le trampoline, tumbling, tout cela avec nos habituels consultants et nos collègues qu'on retrouve avec grand plaisir. Ils nous ont manqué d'ailleurs. Il s'agit de Abdelnour Belkhair et de Wahiba Belhoua. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir monsieur Tracier, bonsoir madame Wahiba. Et j'espère que cette première sera à la hauteur des attentes de notre fidèle public sportif avec nos connaissances, notre rôle de consultant avisé. Nous allons essayer comme toujours, comme le veut la tradition, d'être très, disons, sincère avec nos sportifs et puis donner les analyses et les commentaires qui seront crédibles aux yeux de tout le monde. Et c'est cette sincérité qu'on vous connaît, Abdelnour Belkhair, qui a attiré nos chers téléspectateurs. De retour parmi nous, Wahiba Belhoua, bonsoir. Bonsoir tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Je vais partager avec vous des moments. Cette saison, on va essayer de mieux travailler peut-être et de sortir surtout sur le terrain. Sur le terrain avec, beaucoup de choses à faire. comme on vous connaît, votre spécialité, c'est le reportage. Pour ce premier numéro, je viens de le dire au titre, donc on parlera de handball. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau, pour la première fois d'ailleurs, sur le plateau de 50 de chrono, notre ami Morad Aitrassi, qui est le directeur de l'organisation sportive de handball. Un réel plaisir de vous avoir parmi nous, Morad. Bonsoir. Merci, pourtant, également, je suis très honoré, monsieur Abdelnour, madame Wahiba, qui fait partie de la grande famille du handballeur. Donc, je suis très, très honoré par cette invitation. Voilà, on reviendra surtout sur ce début de saison et surtout sur le secret et le pourquoi de ce début de championnat par rapport aux autres disciplines, le basketball et surtout le volleyball, et ce malgré la loi 06 et ce qu'elle impose aux fédérations, puisqu'elle interdit aux fédérations, aux clubs surtout, de faire jouer, de payer, de donner des indemnités à partir des subventions. Oui, tout à fait. Bon, nous, peut-être j'aurai l'occasion de développer, parce que nous, le handball, nous avons d'autres projets, d'autres visions. Peut-être je serai l'occasion de vous expliquer à notre aimable public le pourquoi et comment on a fait démarrer. Alors, on parlait justement aujourd'hui, vous avez débuté avant les autres disciplines, c'est quoi le secret? Donc, le Mokhtar, comme chaque année, avant de finir la saison 2015-2016, donc on avait déjà projeté le calendrier de la saison 2016-2017. La Fédération algérienne de handball, je pense qu'elle a bien anticipé, parce que le problème financier, c'est un problème récurrent, et les clubs, et même pour nous, la Fédération. Donc, en commun accord, nous avons pensé à mettre en place une formule qui est moins coûteuse, et peut-être que techniquement, ça apporte et ça élève le niveau de la pratique. Donc, en deux poules de 7 équipes, donc ça a quand même diminué la moitié du budget des clubs en termes de déplacement ou de restauration et d'hébergement, même de transport. Donc les clubs, ils étaient très très coopératifs et très contents que la fédération ait pensé et mis en place une formule qui quand même reste bien entendu adaptée et surtout aux besoins des clubs et voilà. Expliquez-nous la formule de cette saison. C'est une formule déjà utilisée en saison 2014-2015. Donc en deux poules de 7 équipes, au lieu de jouer en poule unique, nous avons joué 28 journées l'année passée, un championnat qui était très lent, et nous avons fini la saison à la veille de Ramadan, ça a été juste, et même nous avions des forfaits à la fin de saison, parce que Mokhtar, je ne vous cache pas, qu'il y a des clubs, une fois qu'ils assurent de jouer peut-être le championnat, les champions, où il a une place qui sauve sa peau, et voilà, qui savait qu'il n'y a pas qui est maintenu, donc ils ne jouent pas carrément, ils font des forfaits.
Donc ça porte préjudice à l'image du handball et nous on bannit cette idée ou le fait qu'il y ait des clubs qui font des forfaits. Donc tout ça, ça a été réglé, étudié et surtout je vous dis honnêtement, donc c'était le premier aspect principal, c'était le souci des clubs en termes de finances. L'œil du consultant donne le sur le début très difficile de l'omnisport d'une manière générale et surtout en particulier des sports collectifs qui ont du mal à démarrer la saison par rapport à cette loi 06. Enfin, je pense que c'est un feuilleton qui n'a pas cessé de faire couler beaucoup d'encre et de salive durant des mois et des mois. Je pense que le problème est pris au sérieux par les pouvoirs publics, par le ministère de la Jeunesse et des Sports et aussi même le ministère des Finances et le gouvernement. Je pense que d'ici peu, il y aura une issue favorable à tout un chacun parce que toutes les parties doivent s'unir pour trouver les solutions idoines qui permettraient et aux sportifs et aux disciplines sportives algériennes d'avoir une assise, un socle qui leur permettrait d'aborder la saison et l'avenir en question dans la totale sérénité. Mais quel genre de solutions à proposer je ne sais pas, je pourrais peut-être dire que le parrainage par des entreprises nationales pourrait être une des solutions. Le sponsoring pourrait être une autre solution. Et je veux prendre pour témoin la réussite de l'OCA qui, grâce à la bonne volonté de son responsable, a trouvé la meilleure assise possible pour combler ce vide qui a quand même laissé sur le quai pas mal d'équipes et de sportifs. Comme vous savez, le sport amateur reste une complémentarité indispensable pour le sport de performance. On ne peut pas ignorer cette branche de sportifs. Le sport amateur a lui aussi besoin d'argent, d'oxygène, des moments de vérité. Je pense que, comme tout un chacun chez la majorité des sportifs amateurs sont des pères de famille qui n'ont d'autres revenus que l'argent qu'ils gagnent auprès de leur club. Et croyez-moi, si ces sportifs-là venaient à abandonner leur pratique, c'est tout le mouvement sportif amateur qui en pâtira. Donc il est grand temps de se mettre autour d'une table et de déboucher sur des résultats. Vous venez de parler de parrainage de la part des entreprises. Wahiba Belhaloua, qui est une femme de terrain, est-ce que vous avez déjà une idée et surtout vous avez déjà vu des entreprises se rapprocher des clubs? À ma connaissance, non. Mais il y en a quelques-unes qui se sont rapprochées des associations sportives et qui travaillent à l'ombre, c'est-à-dire ils leur donnent les moyens sans se manifester. Mais je pense qu'il faut revenir, surtout il faut revenir les anciennes pratiques des années 80. Oui. On travaillait mieux qu'actuellement, c'est-à-dire revenir au parrainage des entreprises publiques qui prennent en charge des associations sportives telles que le handball, le volley, le basket. Et aussi peut-être aux fédérations de faciliter un peu le travail des clubs qui se trouvent par exemple à la région ouest et partager peut-être les groupes par rapport centre-est, centre-ouest. Mais par rapport au partage des groupes de la formule de handball cette saison, on n'a pas respecté je pense si je peux répondre. Je pense que nous, dans les fiches techniques de la Fédération algérienne de handball, on n'a pas de concept de centre-est, centre-ouest. Nous établissons des fiches techniques en fonction des classements. Donc, le classement, on peut jouer 3 ou 4 matchs à l'est ou jouer 15 matchs au sud et partir à l'est et partir à l'ouest. Donc, la diminution déjà, c'est un critère très très important. Au lieu d'avoir 15 déplacements, on aura quand même, c'est-à-dire la moitié de déplacements à supprimer, mais ça juste pour par rapport au parrainage, surtout le parrainage, parce que nous, les équipes du hand, je pense qu'ils ont le même problème que les équipes du basket et du volley. Moi, je ne vous dis pas que nous, on a commencé le championnat et que les équipes n'ont pas de soucis. Nous, on a une autre vision c'est-à-dire comment régler les choses. Nous, la fédération s'est portée porte-parole et s'est portée intermédiaire vis-à-vis du ministère pour avoir les solutions adéquates. Et
nous avions les certitudes et les garanties de M. le ministre de la Jeunesse et des C'est Sports. un relationnel qui peut Je pense avec son staff et à travers les séances de travail qu'on a eu à discuter, on a eu toutes les garanties, comme l'a dit M. Abdelma. Donc l'État l'a pris en charge ce problème, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le problème du ministère des Sports. Parce que, comme l'a si bien dit M. Abdelma, il y a 3 ou 4 ministères qui travaillent dans ce cadre. Il y a le ministère des Sports, il y a le ministère des Finances, il y a le ministère de l'Intérieur. Donc il y a ce qu'on appelle en commun la jury, c'est-à-dire le législateur. Voilà. Une fois que la loi elle est gelée, donc il faut attendre. Et notre c'est des propositions et qu'elle va passer dans le cadre de l'APL ou peut-être des échanges, je ne sais pas comment ça se fait, pour avoir l'adoption de la loi et qui sera proposée au club. Maintenant, demander à M. le ministre ou à la Fédération une correspondance qui leur permet d'effectuer de l'argent, des dépenses. Ça, je pense que c'est un peu... La loi a été gelée la saison dernière. Oui. Est-ce qu'elle a été gelée de nouveau cette saison? Ou bien... Oui, les certitudes qu'on a eues de la bouche de M. le ministre de la Jeunesse, pas que la loi elle est gelée. C'est bon. Pour ce début de saison. Pour cette saison. Voilà, pour cette saison. Donc, il n'y aura pas d'application, qu'il n'y aura pas de problème par rapport à tout ça. Mais il faut attendre qu'il y ait une autre loi qui va être promulguée peut-être prochainement. Parce que vous ne voulez pas démarrer la saison. Mais il faut reconnaître que l'appel stressant et pressant à la fois des sportifs amateurs n'est pas tombé dans l'oreille du flot, puisque M. le ministre, M. Hadi Oueldali, est resté à chaque fois attentif et à l'écoute. Et je pense qu'il est en train de pousser davantage la réflexion auprès des hautes instances du pays pour permettre de débloquer la situation, une situation qui a quelque peu perduré. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et les sportifs seront soulagés d'ici peu. Et le ministre sait très bien qu'un handballeur, un joueur de volleyball, un basketteur, ce n'est pas un footballeur qui est payé à 300 millions chaque mois. Il y a une ségrégation malgré tout. Le handball a débuté donc, on est à la deuxième journée, il y a eu de belles affiches. On croyait avoir une très belle affiche à la Salle Hacha entre le GSP et le Bia. C'est plutôt à Berqi qu'elle a eu lieu. Oui, Berqi qui a reçu l'équipe de Tadjnant. Et le match a connu beaucoup de suspense jusqu'à peut-être les dernières secondes du match. On suit le sujet réalisé par notre ami Mokhtar Hamani. Serbe Berqi, Moustaqbel Baladia Tadjnant, choc de la seconde journée du groupe B. Un duel intense que les locaux entament avec l'ambition d'enchaîner un deuxième succès de rang. En face, le MB Tadjnant présente l'atout jeunesse pour obtenir sa première victoire de la saison. Jeu égal et engagement physique, c'est ce qui caractérise les 20 premières minutes du jeu. Dès la 26e minute, les camarades de Boudjmiil parviennent à se détacher au score 13-9. Un écart qui passe à 5 buts à la mi-temps, 15-10. Au second half, le MB Tadjnant présente un meilleur visage, oblige l'adversaire à commettre des erreurs pour réduire l'écart à 1 point, 28-27, alors qu'il ne restait qu'une seule minute à jouer. La gestion de fin de match des locaux sera meilleure pour l'emporter 29-27 et une bonne entame de championnat. Et c'est une équipe jeune, on l'a remarqué tout par rapport aux années précédentes. رايت بدلت 70% à peu près. واش نقول لك المقابله تاع اليوم كانت صعيبه صح كما قلت كنا قادرين نقتلوا المقابله في الشوط الاول مي كما نقولوا كانت الكلمه لينا مع الاخر باش كما نقولوا عاودوا فطنوا لي جوا والحمد لله درنا لا فيكتوار. Comme vous l'avez vu en deuxième période, on a amélioré notre jeu, mais malheureusement, l'arbitrage aujourd'hui nous a empêché de gagner. Le Serbe Berqi, malgré le départ de certains joueurs cadres, reste sur les mêmes objectifs des années précédentes. On ne change pas d'objectif, pour vous dire, on joue les grands rôles, le plus normalement du monde, et on a une équipe capable de réaliser cet objectif. والحمد لله احنا نجريو مباراة بمباراة وان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله.
lycée Ouargla qui débute très bien la saison avec deux belles victoires, alors que le GSP deuxième, il était exempt lors de la première journée. C'est vrai, ça fait maintenant un bon moment que les traditions dans le championnat dans le balistique ont pratiquement changé, parce qu'à l'époque, nous avions peut-être une ou deux équipes qui dominaient le championnat en toute sincérité, mais maintenant on voit d'autres équipes qui émergent, l'image de l'ICE, de Saïda qui a gagné la Coupe d'Algérie, de Barraqi Skikda qui a eu quand même des titres, tout à qui reviennent, donc voilà, tant mieux pour l'esprit compétitif. On vient d'écouter Aïssaoui, l'entraîneur de Tajnant, se plaindre surtout de l'arbitrage ce jour-là qui les a privés d'une victoire certaine mais ils étaient à un but d'écart alors qu'il ne restait qu'une seule minute à jouer. Oui, je peux vous dire que Tajnant reste quelques années la bête. Peut-être pas noir, mais bientôt elle va être noire pour le Barraqi, parce que chaque match c'est comme ça se termine dans les ultimes secondes. Nous, on a pratiquement avisé les clubs que par rapport aux nouvelles règles et aux nouvelles modifications qui ont été appliquées dès le début de cette année, donc il faut être un peu patient. Il y a des arbitres peut-être qui ont un peu mal assimilé, il y en a d'autres qui assimilent bien, donc je pense qu'il faut un peu donner crédit, peut-être une ou deux fautes, donc c'est pas... Et il n'est pas de, je pense, Aïssaoui, il n'est pas de Tajnant. Aïssaoui, c'est un jeune entraîneur qui est natif de la ville de Djumila, qui a fait du bon travail et qui a gagné des titres en jeune catégorie. Donc tant mieux, on le salue, et cette année il a été promu et il a ramené avec lui, je crois, 4 ou 5 joueurs de Djumila, ouais. Et il part avec de grands objectifs cette saison. Oui, l'entraîneur et l'équipe, il veut non seulement maintenir son niveau au niveau de l'excellence, mais de jouer parmi les playoffs, c'est-à-dire jouer les demi-finales et finales. On l'écoute. مساكم هذا باذن الله احنا نلعبوا من اجل البقاء ان شاء الله، راح نلعبوا باذن الله من اجل البقاء، وبربي ان شاء الله راح نلعبوا دوره اللقب باذن الله، هذا هو الهدف تاعنا باذن الله. Simple et précis, monsieur Aïssaoui Abdelmalek qui compte donc réaliser cet objectif, à savoir se qualifier pour les playoffs. Un avis, notre consultant Abdelmalek Belkhir, sur ces équipes qui rivalisent avec les gros cylindrés comme Barraqi. C'est bien ce que a dit M. Aïtkassi, il a raison de le préciser. Il y a un nivellement des valeurs, il n'y a pas une domination outrageuse d'une ou deux équipes, mais il y a, si vous voulez, une avancée subite de 4 ou 5 ou 6 équipes même, et parmi lesquelles Ouargla qui est en train de prendre du muscle et du lustre, Tajnant aussi qui confirme un peu les progrès tangibles que l'on lui connaît, et je pense que le match de Barraqi a été, si vous voulez, témoigne un peu des progrès, si vous voulez, de l'équipe de Tajnant, qui sans complexe aucun a failli créer une surprise peut-être en bousculant assez sérieusement Barraqi. La victoire de Barraqi ne se dessinait que sur le fil, je dirais même que sur le fil du rasoir, mais ça a été un match plaisant qui a tenu en haleine la nombreuse assistance. Et je pense que la cuvée de cette saison donnera un énorme d'enthousiasme au handball algérien. C'est tout ce qu'on souhaite, d'autant plus que l'année dernière, l'ambiance était un peu détestable compte tenu des problèmes qui ont secoué tout le secteur handballistique. Très bien. Oui, oublier Mokhtar aussi que chez les jeunes catégories au niveau de Djumila, ils travaillent au niveau des jeunes catégories. Ils ont été vainqueurs de la Coupe d'Algérie à 3 reprises, 3 saisons de suite. A ramené 4 joueurs à Tajnant. Maintenant, on parle du handball au niveau des hauts plateaux. Et ça serait bien d'avoir de grands champions dans cette région. Cette belle affiche, Barraqi Tajnant, a non seulement attiré la caméra de la télévision algérienne, mais surtout le président de la fédération qui a tenu à être présent le jour du match, lui qui suit pratiquement toutes les belles affiches. On a eu l'occasion de l'interviewer et surtout sur ce début du championnat avant les autres disciplines. Voici sa réponse. Le volet masculin n'a pas encore commencé, c'est quoi le secret pour vous? Ben ça c'est des problèmes qui dépassent un peu le cadre de mes compétences ou autres. Je me dispense de porter des jugements là-dessus, mais nous le problème c'est que nous avons répondu aux sollicitations des clubs qui voulaient entamer un championnat au mois de septembre, octobre, et je crois qu'ils ont tenu leur parole malgré les difficultés qu'ils rencontrent, et c'est tout à leur honneur, et j'espère que
ça va engendrer un phénomène entraînant pour les autres disciplines. Espérons que les autres disciplines vont suivre l'action des handballeurs. Tout est basé cette saison, Mourad Kassi, sur l'équipe nationale des U21, puisque l'Algérie abrite au mois de juillet, fin juillet, donc le championnat du monde de cette catégorie. On va dire que notre équipe nationale senior n'est pas qualifiée pour le mondial français, mais tout est basé sur cette équipe, même les clubs travaillent pour. Tout à fait. D'ailleurs, parmi l'une des raisons, d'ailleurs, et ça je voulais revenir, la fédération elle a pris ses engagements par rapport au championnat, parce qu'on ne voulait pas que les gens de la fédération internationale ou autres structures voient que la fédération n'a pas de championnat ou qu'il y a un boycott ou qu'il y a quiconque problème. Il faut qu'il y ait une sérénité. Donner une belle image. Nous, on a marre des boycotts. Nous, on est resté 3 ans sans championnat à cause de tous ces problèmes. Donc, on vient de remettre en rail et sur pied un championnat. Les gens commencent, les salles sont pleines. On en voit même l'engouement de la presse par rapport à tout ça. Et quel championnat qui se greffe à cette période bien précise, que les gens, que dans 2 jours, on aura une commission de la Fédération internationale qui est composée de 3 experts qui vont venir visiter des salles retenues, les salles retenues, entre autres la salle Hacha et la salle La Coupole. Il y a d'autres sites d'entraînement qui sont retenus, bien évidemment. Il y a des hôtels, il y a toute une organisation qui est mise en place. Donc, il faut que la sérénité règne. Comme ça, on peut préparer cet événement mondial. C'est une première, je pense, en Algérie, si M. Abdelmoud me corrige, dans une discipline collective, un championnat du monde, même en junior, c'est du lourd. Faire jouer les joueurs issus de la catégorie des U21, et cette loi d'interdire les joueurs dépassant les 33 ans de... Tout à fait. D'ailleurs, chemin faisant, donc cette année, il y a une nouveauté que les joueurs qui dépassent les 34 ans, donc on a toléré 2 par club, donc ça fait quand même, c'est dans le souci de faire émerger des talents, comme celle de Jumila ou de Skikda ou de Saïda. Il y a de très 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 jeunes qui méritent quand même, qui jouent dans le haut du tableau, la division excellente. D'après vos sages décisions, sachant qu'il y a des joueurs de plus de 33 ans qui sont encore en plein forme, d'après vous? Je ne sais pas, je parlais d'abord de la compétition en question dans l'envergure mondiale. Je dirais que la fédération qui a réussi quand même tant bien que mal à assurer le calme un peu dans la basse-cour, saura mobiliser l'ensemble de ses efforts pour permettre à un tel événement d'envergure mondiale de se passer dans la totale sérénité. Et l'Algérie, en matière d'organisation, on n'a pas besoin de vanter les mérites de l'Algérie quant à ses possibilités d'organisation. Maintenant, pour ce qui est de la promotion des jeunes, je pense qu'il était grand temps de promouvoir certains jeunes pour préparer l'avenir du handball algérien qui en a grandement besoin. Maintenant, je pense que peut-être que certains joueurs qui ont 34 ans, par exemple 35 ans, qui ont la possibilité de donner encore le meilleur d'eux-mêmes, seront peut-être lésés. C'est difficile à digérer. C'est difficile à gérer parce qu'on peut faire quelques rares exceptions. Mais est-ce que l'exception a été faite? Oui, je pense que, juste pour apporter un peu de... Juste que les joueurs qui jouent au niveau de l'équipe nationale, ils ne sont pas concernés, premièrement. On voit même des gardiens du but à l'échelle mondiale qui dépassent les 40 ans, même dans les équipes étrangères. Donc il y a des exceptions qui sont faites, mais cette année, juste pour rappel que nous avons formé près de 200 entraîneurs, jeunes entraîneurs au niveau des instituts, justement que, c'est-à-dire le balancement est déjà prêt, donc dès qu'il y a fin de carrière où c'est des joueurs se manifestent, donc la fédération elle est grandement disponible à les affecter vers des instituts pour avoir un diplôme d'entraîneur et éventuellement Vous attendez un championnat bien meilleur par rapport aux saisons précédentes? Je pense que maintenant la logique est liée, donc ça fait 2 ans que ça commence à se stabiliser. Même moi, les soucis Mokhtar, et je vous le dis et je ne vous cache pas, que nous avons des soucis. Par exemple, quand on voit les installations sportives, donc il faut quand même faire un effort. Nous jouons dans des salles où il y a des infiltrations d'eau, d'éclairage. Nous, on aimerait bien jouer, parce que les gens parfois nous posent la question pour ne pas jouer à 20h ou à 21h. Mais il faut avoir les moyens pour sur cet aspect-là, on écoute le président de la Fédération algérienne, Saïd Bourna, qui nous parle sur ce début de saison. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que nous sommes au début du championnat. Donc, on peut dire qu'après la première journée, on a vu
quelques rencontres de niveau, je dirais, moyen. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une volonté de la part des clubs maintenant de se prêter à une compétition plus serrée et donc se préparer en conséquence pour cela. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'avoir un certain nombre de rapports concernant des rencontres qui sont déroulées soit à Alger, soit à l'extérieur. Il semblerait maintenant qu'on aille vers un rajeunissement un peu des troupes, parce que vous savez qu'on a instauré dans le cadre du règlement général de la fédération l'interdiction au club d'avoir des joueurs de plus de 32 ans, etc. Donc c'est pour pousser les joueurs au rajeunissement. Et en prévision aussi des championnats du monde, U21, nous allons encore continuer à avoir des relations avec les clubs pour les solliciter, leur demander d'intégrer tous ces jeunes joueurs durant les compétitions, parce que il y va de l'intérêt d'abord, pas du club, mais de l'intérêt de l'équipe nationale U21 qui doit se préparer à une échéance quand même importante. Et vous voyez, par exemple, là j'étais en train de regarder, il y a quelques joueurs qui font partie de cette équipe U21 et qui est quand même présent des facettes extrêmement intéressantes dans le jeu. Je crois qu'il y en a un peu plus au niveau d'autres clubs. Et voilà, donc ce qu'on peut souhaiter, nous, c'est que les équipes se concentrent plus sur le problème du travail, beaucoup plus que sur le problème simplement du résultat. Parce que la grande difficulté, c'est que les équipes recherchent le résultat et à partir de ce moment-là, ils occultent un peu tout le travail de fond qu'il faut envisager au niveau de la préparation de leur équipe. Donc, comme nous avons un temps, comme nous avons une formule, enfin, c'est pas une formule, c'est une structure de compétition. La formule, c'est la même, c'est 14 équipes, mais réparties en deux. Je pense qu'ils ont quand même le temps, là, de se préparer dans de bonnes conditions et de faire en sorte d'élever le niveau des athlètes. C'était l'avis de Saïd Bouamra, le président de la Fédération algérienne de handball, sur le championnat de cette saison. Cette fois-ci, on va écouter l'avis des techniciens et des journalistes. On va commencer donc par l'entraîneur Mjahid, l'entraîneur de Beraqi, qui a succédé à Karim Beshkour, qui est à l'arrêt, je crois, qui n'a pas pris de club cette saison. Pour le moment, il n'a pas de club. Je pense qu'il il se repose. Il y a eu également, c'est vrai qu'il a eu 2-3 saisons mouvementées au niveau de Beraqi, se rapprocher du titre et le rater. C'est vraiment difficile pour Karim Beshkour. On lui souhaite bonne chance d'ailleurs. On va écouter donc Mjahid et notre spécialiste handball à la radio Chaîne 2, à savoir Nordine Saïdani. Comment vous voyez le championnat cette saison, les forces en présence? Écoutez, le championnat, on a vu hier un match entre le GSP et le Biar et on a vu le GSP qui est vraiment en force. Les autres équipes, je dirais qu'ils se valent, ils sont équilibrés, mais le GSP, cette saison, je pense qu'il sort du lot. Je pense que la nouvelle formule de compétition va pousser tous les clubs à travailler à long terme, puisqu'il y a la première phase, un simple aller-retour, après les play-off et play-down. Ça va permettre à tous les clubs de bien préparer la deuxième phase qui est la plus importante. Notamment cette saison, on a remarqué la plupart des clubs ont changé leur staff technique, à l'image de Beraqi, à l'image de Ain Touta, de Borj Bouarij, Tajnant, Skikda. Tous ces clubs qui sont favoris ont changé leurs entraîneurs. Cette formule va permettre au club de mieux préparer la deuxième phase, contrairement au GSP qui a gardé son staff technique à sa tête, M. Zguili. Je pense que les favoris sont presque les mêmes, le GSP, Beraqi, Skikda, même si c'est une nouvelle équipe jeune, il y a toujours le Borj, cette surprenante équipe de Tajnat. Je pense qu'on va assister à un niveau meilleur que la saison passée. Voilà, tout le monde s'accorde à dire qu'on aura un meilleur championnat cette saison et c'est de bon augure pour l'équipe nationale, surtout des U21. Il y a eu également le début des dames cette semaine. Donc ce week-end, on a eu après celui des garçons, donc la division excellence dames, elle a pris
Voilà, c'était l'entame avec un championnat classique, elle est composée de 10 équipes. Donc ça fait pas longtemps, ils étaient à 14. Donc après un effort de 2 années, de diminuer le nombre de clubs pour avoir la crème, et nous avons créé un palier intermédiaire qui est composé de 10 clubs. Donc voilà, donc ça va dans le bon sens. Et espérons les échéances pour les dames cette saison. Donc nous avons un championnat d'Afrique des Nations qui est bientôt sur les portes. Donc voilà, c'est fin novembre, début décembre, on est là. Ils se préparent également. Ils se préparent, ils sont rentrés vendredi passé après avoir effectué un stage de 15 jours au Portugal. C'est une jeune équipe, je pense que nous ne cherchons pas le titre, mais espérons que surtout préparer l'avenir. On va découvrir les résultats de cette première journée de la division nationale Excellence Dames en musique. Bajdalah qui est revenu cette saison au Palais supérieur, qui s'est lourdement incliné face à El Biar 12-34. Ouzlagan qui a été battu logiquement par le GS Pétrolier 25-19. Saïda qui s'impose devant le JS Constantine 28-19. Mila qui fait match nul 18 buts partout face à Arzo, et Constantine, le NRF Constantine face au FS Constantine. Donc victoire du NRF Constantine dans ce derby constantinois 30-20 au classement. Les 4 équipes à avoir gagné en 2 points, savoir Albert, Constantine, Saïda et le GSP, alors que les autres équipes qui ont fait match nul, Arzo et Mila, ont 1 point et 0 point pour les équipes qui ont perdu. Voilà pour le handball. Un dernier mot avec notre invité, donc Morad Trassi. On va lui souhaiter bonne chance et surtout les objectifs à venir, surtout pour la fédération et pour vous, l'organisation. Beaucoup de choses vous attendent, surtout cette Coupe du Monde des U21. Tout à fait, c'est un grand chantier. Donc, vous êtes partie prenante en tant que directeur de l'organisation. Je suis le président de la commission organisation sportive. Donc on prépare le championnat et les 4 paliers de compétition, mais en même temps on est sur la préparation de cet événement que moi, en tant que responsable au niveau de la fédération, je lance un appel de sérénité. C'est un événement de l'Algérie. Il faut que tout le monde s'y met. La réussite de la fédération, c'est la réussite de tout le monde. Voilà, je vous remercie pour l'invitation. C'est un honneur et c'est un devoir. Je viens avec plaisir dans votre émission. Vous restez toujours partenaire de la télévision algérienne. Toujours partenaire de la télé. Il faudrait quand même savoir que les événements de la fédération, que ce soit la Coupe d'Afrique en 2014 ou tout ce qu'on a vécu, la télévision était toujours présente. Vous, tous nos amis journalistes. Donc, sans problème. Très bien, c'est un honneur pour nous. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Vous retrouvez, Inch'Allah, dans d'autres circonstances, avant de retrouver les invités de la deuxième partie. Le karaté, Wahid Abdelhoua, qui est l'équipe nationale qui se prépare, les 14 athlètes qui vont partir donc à Linz, c'est ça, en Autriche, pour le championnat du monde. C'est un championnat du monde, je crois que c'est le 7e championnat du monde pour les karatékas algériens qui se déplacent le 22 de ce mois, samedi prochain, pour participer au championnat du monde de karaté qui va regrouper beaucoup d'athlètes de très haut niveau. Et surtout que le karaté est devenu discipline olympique à partir des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. On suit ce reportage signé Wahid Abdelhoua qui s'est déplacé à Suidania pour assister à la préparation des athlètes. On se retrouve avec nos invités. Quand le karaté sera représenté aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, les ambitions des athlètes seront plus grandes. Les karatékas algériens font partie de cette catégorie. Dans quelques jours, ils participeront au championnat du monde de karaté en kata et en kumité à partir du 26 de ce mois à Vienne en Autriche. 14 athlètes, dont 8 garçons, sont concernés par l'événement, dans 5 catégories de poids, et un représentant en kata. Par contre, chez les filles, la compétition s'étalera sur 3 catégories de poids et une concurrente en kata. Les équipes nationales se trouvent en stage au centre de Suidania avant de prendre le départ pour l'Autriche le 22 de ce mois. La spécificité du groupe est dans sa moyenne d'âge entre 19 et 24 ans. Le staff technique vise l'objectif d'améliorer les résultats acquis à ce jour en comptant sur l'expérience de quelques-uns à l'instar de Hashash Mouad, Ben Khaled Latif et Bouamriya Abdelkrim, médaillé d'argent aux Jeux africains au Congo-Brazzaville en 2015 et 3e au championnat du monde universitaire au Portugal en août 2016.
par équipe c'est un objectif تاني باسكو نهضر باسمي وباسم ليكيب تاعي على دايرين لو بوديوم بين عينينا دونك ان شاء الله رانا نخدموا هكذا في اوطون كيكيب تلقى كل واحد يعاون الاخر على جال باش تكون ريزلتا بار équipe. Bien sûr, je compte, ça c'est sûr, mon objectif c'est d'être médaillé d'or dans ce championnat du monde. En plus de ça, voir déjà mon expérience dans cette compétition où j'ai fait déjà 4 ou 5 championnats du monde, où j'ai des titres et des places respectables. J'étais toujours parmi les 10 premiers. J'espère bien progresser cette fois et améliorer mon classement. Chez les filles, on retrouve des jeunes athlètes expérimentés comme Djedra Saïda, Mato Blamia et Iman Atif, classés 3e au championnat du monde en Indonésie en novembre 2015. Espérons qu'on va faire un bon résultat, Inch'Allah, au championnat du monde qui se passe à Nice 2016. À l'approche de l'événement, la concentration est de taille chez les athlètes pour perfectionner leurs gestes techniques en kata et en kumité. Le championnat du monde de karaté reste un objectif intermédiaire et un tremplin pour les athlètes afin d'améliorer leur niveau technique et commencer à ramasser des points dans les échéances à venir. Ils sont avec nous sur le plateau de 52 chrono. Il s'agit du directeur technique national Mouloud Ammar Khouja et de son athlète, le karatéka et champion d'Afrique Mouad Achesh. Messieurs, bonsoir et c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Oui. Je tiens à saluer nos frères qui sont consultants. Merci. Mouad Achesh, champion d'Afrique, prêt pour ce périple au mondial, donc autrichien, dans quelques jours, le 26 Marhbabik. Merci bien. C'est un plaisir d'être en face de Cheikhna. À vous, Tanek. Et c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous. On va parler surtout de ce championnat et des préparatifs. Aïb Abdelhawa était sur place à Sudania vendredi passé pour effectuer ce reportage, réaliser ce reportage. Déjà, revenons sur les préparatifs. Comment ça s'est déroulé pour vous? On sait que ça a été difficile avant de rejoindre le centre de Sudania. Ouais. Ça a été très difficile. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas beaucoup de moyens, on a fait une préparation selon les moyens. Moyens du bord. Ouais, c'est ça. Qu'on vous a donné, donc il n'y a eu que le centre de Sudania pour se préparer. Normalement, c'est les stages à l'étranger, c'est les tournois, c'est les compétitions internationales, mais comme on n'a pas de moyens, on est resté ici, on a géré, c'est tout. Mouad Achesh, vous avez déjà pris part au championnat du monde en 2012 avec Bouadoub Walid, celui qui avait décroché la 3e place. Donc c'était en 2012. Vous avez d'expérience, vous êtes médaillé d'argent également aux derniers Jeux africains, vous êtes déjà champion d'Afrique. Comment vous avez entamé cette compétition de championnat du monde? Dans quel état d'esprit surtout? L'état d'esprit, bien sûr, l'objectif du monde c'est les médailles. On a fait des compétitions. Certes, le championnat du monde, c'est une compétition. Déjà, le mondial, تعرف complètement. Donc, nous allons faire le maximum pour être au moins le podium. Certes, la préparation, c'était un peu difficile. On a fait un mois et demi de stage. Donc, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de première ligue. Mais malgré ça, on va faire notre mieux pour atteindre au moins la 3e place. L'objectif de la DTN, c'est avoir au moins une médaille de bronze, c'est bien. Au moins une médaille de bronze, oui. Je rejoins Moab, parce que quand on voit comme ça, le championnat du monde, c'est un événement important. C'est presque toutes les nations maintenant. C'est la mondiale. Oui. Ils ont un très bon niveau, ils sont aptes, ils sont prêts. Je ne parle pas sur les pays européens ou asiatiques. Maintenant, même les pays arabes, Arabie Saoudite. Si on prend l'exemple de l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas en Arabie Saoudite. Actuellement, ils sont à l'étranger dans des préparations. En Japon, je pense.
Malgré le manque de préparation, est-ce que vous avez décelé chez jeunes athlètes l'envie de bien représenter l'Algérie au championnat? Justement, nos athlètes, ils vont compenser le manque de préparation par leur ambition déjà de bien figurer parmi les meilleurs au monde. Mais on dit que vous avez préparé déjà, ça fait 45 jours que vous préparez l'événement, mais si on compte réellement les journées, ce n'est que 20 jours de préparation, parce que vous rentrez les mercredis, vous sortez les dimanches matin, donc vous avez 4 jours de préparation par semaine, et parfois vous faites le bi-quotidien, et des fois le tri-quotidien. Vous commencez à 6 heures du matin, peut-être c'est un peu dur pour les athlètes, mais ils se sont adaptés à ce rythme de préparation. On a l'habitude de faire ça. Moi, personnellement, j'ai confiance aux athlètes. Si je prends l'exemple de Moad, c'est un athlète mondial. Il a l'expérience. Je compte sur lui. Il peut apporter la médaille, au moins le bronze. Moi, je compte sur toi. Je compte sur les athlètes. Il y a aussi Matou Blambia qui est en France. Heureusement qu'il est à Sarcelles maintenant. Il est prêt. On a aussi... on a beaucoup d'athlètes. Justement, on a Lamia Matou qui est dans ce club, l'un des meilleurs clubs en France. Elle est déjà championne de France, elle est déjà championne de Paris. Tous les athlètes qu'on a, ils ont un très bon niveau. Mais il ne suffit pas d'être un très bon athlète. Comme champion du monde, c'est difficile. Il y a de très bons athlètes qui font des presses pendant 1 an, 2 ans, et puis ils ramènent rien. Moi, j'espère, mais on est toujours là, le karaté est toujours là. C'est ce qui s'est passé avant les Jeux africains. Alors, on a ramené 7 médailles aux Africains. Avec le peu de moyens qu'on a eu, on est là pour travailler. Et qu'est-ce qui va changer cette fois-ci dans vos ambitions? Est-ce que c'est par rapport au karaté qui va intégrer les Jeux Olympiques à partir de 2020, ou bien les athlètes ils ont l'habitude de faire des participations par équipe, et cette fois-ci ils vont figurer eux-mêmes, c'est-à-dire jouer l'individuel? Maintenant, le karaté et le sport olympique, c'est un plus pour nous. Mais quand même les championnats du monde, c'est des compétitions là où il y a de grands athlètes. Mais ce que je demande, c'est les moyens. Ce que je demande au ministère, c'est il faut une aide financière. Ça veut dire il faut que pour les athlètes, il faut un soutien. Parce que les compétitions de les premières ligues, on a des premières ligues. Donc l'année fait 11 premières ligues. Si on fait au moins 8 premières ligues, on peut être apte pour une compétition internationale. Voilà. Parce que des fois, je combats avec des athlètes où ils fait l'Open de Paris, ils des compétitions, mais nous, sur le championnat du monde, ils connaissent plus près de la compétition. Par rapport à la participation. Voilà, c'est la participation ou l'expérience gagnée au bout de l'année. Parce que c'est pas une expérience des années passées, mais l'année avec la préparation, elle est très importante. C'est le nombre de compétitions qui font la différence. Abdelmar Belkher, le karaté qui a souvent donné des titres pour l'Algérie, on a vu avec Bouabrou et pas mal d'athlètes bien auparavant, avec la confirmation du karaté comme sport olympique pour 2020, ça pourrait être une source de résultats encourageants pour l'Algérie également. Ouais, il faut savoir que le karaté algérien, même s'il n'a pas eu un réel prestige à l'échelle mondiale, a quand même d'honorables traditions, et il y a toujours eu des athlètes de bon niveau qui ont été même champions à l'échelle régionale, africaine, arabe. Mais je pense que cette fois-ci, il y a beaucoup plus de répondants, tant chez les athlètes que chez l'encadrement. Et je veux pour preuve
l'ambition de jeune Mourad et de son entraîneur Mourad qui sont en train de se démener comme de beaux diables pour atteindre le meilleur niveau pour représenter Dynamo les couleurs nationales. Mais ils sont en train de mobiliser au maximum leurs efforts, mais j'espère que les problèmes d'ordre matériel ou financier ne viennent pas trop surgir au mauvais moment, n'amenuisent pas et n'émiettent pas un peu leur bonne volonté et celle de bien faire. J'espère que les responsables du sport algérien sauront leur prêter l'oreille pour leur permettre de bénéficier de la meilleure préparation possible. Il y a de la pâte, il y a des potentialités qu'il faut exploiter au maximum, comme l'a bien dit le jeune Mourad. C'est peut-être au niveau de la préparation que les résultats vont se jouer, d'autant plus que cette saison, tout le monde, toute la nation met dans le paquet, puisqu'il s'agit de karaté olympique. Karaté olympique. Justement, comment vous avez vécu cette journée du 3 août en marge de la 126e session du Comité olympique international, le jour où il a été décidé que le karaté soit un sport olympique en compagnie de 4 autres disciplines? En tant qu'athlète, comment vous l'avez vécu? En tant qu'athlète, déjà, on était en contact avec tous les athlètes mondiaux, avec nos amis étrangers. C'est un événement vraiment historique. 10 ans de combat, on va dire. 10 années de combat. Oui, c'est vraiment énorme pour nous. Donc, il y a des athlètes à 34 ans, ils ont 34 ans maintenant, ils ont décidé pour faire les Jeux olympiques. Nous, comme athlètes, l'objectif principal, c'est une qualification historique déjà. Pour les Jeux olympiques. Parce que, par exemple, si je me qualifie pour les Jeux olympiques, c'est historique pour moi. Un athlète qui est qualifié aux Jeux olympiques, c'est grandiose. Ouais, expliquer un peu plus peut-être, parce qu'il faut ramasser des points, c'est comme le jeu. Voilà, c'est les premières ligues que je parlais déjà. Les premières ligues, les 11 premières ligues, normalement ça va être plus maintenant parce qu'il y a des points pour se qualifier aux Jeux olympiques. Donc il faut faire le maximum de compétitions pour être qualifié. C'est déjà un peu dur pour... C'est bien ce que vous dites, c'est d'expliquer parce que les 4 années qui vont venir, il va falloir une meilleure prise en charge, bien évaluer et participer surtout à des changements. Par exemple, l'Arabie Saoudite, ils sont au Japon maintenant, ils ont fait la première ligue au Japon, Okinawa. Ils ont fait la Hollande le mois passé et l'Allemagne le mois passé aussi. Donc ils ont fait déjà 3 premières ligues avant la compétition, sans compter l'Open d'Istanbul. Donc il y a durant cette période, vous étiez à l'arrêt uniquement les entraînements. Il y a un enchaînement de compétitions. Et on ne peut pas comparer une compétition internationale par des entraînements. Sur la direction technique, est-ce qu'elle a commencé déjà à préparer le... On a un projet est bien tracé, mais ce que j'ai dit tout à l'heure... les compétitions, vous les refusez? Non. C'est sous forme d'invitation, peut-être on vous invite. Mais c'est pas pour un moyen. On peut pas y aller. On ne peut pas participer à des compétitions du moment qu'on n'a pas d'argent. Il faut payer. Le mois dernier, on est allé en Espagne pour participer au championnat méditerranéen. C'est une compétition officielle. Mais comme on n'a pas d'argent, il faut cotiser pour participer. C'est malheureux. Il y a aussi un petit problème, je dirais peut-être un grand problème que vivent les athlètes du karaté, c'est en se préparant dans un si beau centre qui est à Suidania. Donc il y a des tatamis qui ne sont pas conformes à la pratique du karaté. Donc quand ils font des gestes techniques à d'autres sports, donc il y a quand même des difficultés de protection. Non, l'adaptation déjà. L'adaptation de tatami, c'est très dur. C'est pas le même tatami pour les autres disciplines. C'est le tatami de judo ou de taekwondo. Et lutte. Donc, judo, taekwondo, karaté, c'est pas un même. Vous demandez un tatami spécifique. Tatami, une salle, bien sûr. Une salle conforme au karaté. Moi, j'ai dit, ça c'est un peu lointain. C'est pas on a 5 tatamis homologués. C'est pas un peu loin tout ça. Comme on était à Charles à Sveltes, on nous a demandé d'y aller à Suidania. On n'avait pas
on n'a pas su de temps pour ramener les tatamis pour le placer pour 4 jours. Il faut le placer comme ça, c'est un problème. Mais tout ça, c'est pas un problème pour moi en tant que DTN. Moi, ce que je demande beaucoup de moyens pour les athlètes. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, il nous a dit il me faut au moins 5-6 compétitions dans les jambes internationales. Parce qu'on est là, on les aide, il n'y a pas de problème. J'étais ex-athlète. C'est l'athlète qui parle, c'est mais c'est par rapport à moi, pour classer au championnat du monde, il faut faire au moins 7-6 compétitions. Il y a les Gold League, on l'a parlé tout à l'heure. C'est quoi les Gold League? C'est les compétitions internationales, de haut niveau. C'est comme en athlétisme, c'est ça. Vous restez avec nous, on va passer à autre chose. On sait que les karatékas généralement sont souples, ils font le grand écart. On va parler justement du dérivé de gymnastique. Il s'agit de trampoline. La salle de Qsal Bukhari, très belle salle d'ailleurs, a abrité durant 2 journées la 6e étape du challenge national de trampoline tumbling. Et elle est la dernière qualificative justement au championnat national qui se déroulera la fin du mois à la wilaya de Tipaza. Retour sur cette compétition avec Wahib Abdelhoua. 210 gymnastes représentant 15 clubs et 6 ligues ont participé au dernier challenge national qualificatif au championnat final de la discipline. Le concours était ouvert aux gymnastes des catégories Benjamin, Minime, Cadette, Junior et Senior. Les meilleurs concurrents en trampoline et en tumbling appartiennent au club de Qsal Bukhari, Béjaïa et Saïda, qui se sont partagés les places du podium. يعني هناك مستوى مقبول لحد ما وشوفوا حضر معظم الرياضيين لجميع الاصناف اصاغر اواسط حتى الاكابر اللي ابانوا عن مستوى جيد جدا. Le club de Saïda a dominé la compétition chez les minimes filles grâce à Ismaël Bisma et Ben Sheikh Ikhlas. Celles de Béjaïa ont maîtrisé les exercices en trampoline et en tumbling chez la catégorie des Benjamins, avec les sœurs Renoud Nada Yasmin ou Nada Tiziri. Le club organisateur Qsal Bukhari a semé la moisson en junior et en senior, avec l'exploit des intermédiaires Annak Abdelnour, Dararni Omar et Belkhirat Souhaib. فرحان وبارك فرحت والديا فرحت شيخ تاعي اللي علمني ونقول له الله يحفظه. تحصلت على المرتبة الثانية وهذا بفضل المعلم الشيخ فوضيل لازر والشيخ إبراهيم. تحصلت على المرتبة الأولى في رياضة الترامبولين. Le championnat national de gymnastique qui se déroulera à la fin du mois d'octobre à Tipaza et qui est ouvert à toutes les catégories, sera sans doute une occasion aux gymnastes d'élever leur niveau technique. Voilà, c'est le but de la compétition. On reste avec, ou plutôt on quitte le trampoline pour un autre décor, cette fois-ci les sports de boule. L'association sportive de pétanque en collaboration avec la Ligue de Rouiba a organisé durant 2 journées un concours national de pétanque qui a regroupé 2700 athlètes, toutes catégories confondues. On retrouve encore une fois Wahiba Belhoua. La Ligue d'Alger de pétanque est considérée comme la plus importante ligue, représentant 80 clubs. L'association de Rouiba, qui porte le nom du défunt Mohamed Mebrouki, a réussi l'événement qui a tenu toutes ses promesses et a atteint le chiffre de 2700 athlètes. عندنا التورنوا ناسيونال هذايا عندنا درنا على ميموار دو في مبروكي الله يرحمه محمد. Le tournoi Hada, il a regroupé 22 ligues, bien sûr avec la Ligue d'Alger ça fait 23, et le nombre de participants, c'est-à-dire en athlètes. Le but c'est pour relancer les boules au niveau national et au niveau de la wilaya d'Alger. نشكر كاع اللي داروا هذه التورنوا هذه على خويا الله يرحمه وان شاء الله يتفكروا كاع اللي ماتوا ان شاء الله كما مبادره كما هذه مبادره جيده. Plusieurs athlètes représentant tout le territoire national ont commémoré le tournoi. Plusieurs triplettes, même celles des équipes nationales, ont rehaussé le niveau de par leur participation.
On a organisé un concours national mémorial sur une personne de Rouba. C'est quelqu'un qui a toujours aidé le sport. Les objectifs de la réunion, c'est de chaque année on rassemble les gens à l'échelle nationale. Une initiative à renouveler durant la saison en cours. Voilà, c'était organisé à la mémoire de Feu Mabrouki, dit Mohbatata, un très grand joueur des années 70 que vous avez connu, Abdellah Belkhair. Oui, le regretté Mabrouki a été même international dans les années 70. Il a fait partie de la cuvée de l'époque avec les valeureux joueurs qui étaient les Bouchlaram, les Moussouni, les Houssian, Mohbat et puis même Kenouch, Hassan Kenouch qui a été gardien de but à l'époque. Mabrouki a fait partie des meubles de Ruba durant les années fastes de ce club banlieusard. Je pense qu'il a laissé son empreinte et puis c'était quelqu'un de très sympathique qui était estimé par tout le monde, qui forçait le respect là où il passait. On a une pièce pensée pour lui. C'est bien, c'est surtout pour vaincre l'oubliable. Oui, vous savez, le pire des états de l'âme, c'est l'oubli, c'est l'indifférence, c'est la marginalisation. Il y a un cas édifiant, c'est Mohamed Gouni, notre ami haltérophile qui pendant 50 ans s'est dévoué sans frein et sans calcul pour la discipline qu'il chérissait par-dessus tout, l'haltérophilie, qui a été athlète durant une vingtaine d'années, qui a été 5 ou 6 fois champion d'Afrique, champion arabe, champion même médaillé aux Jeux méditerranéens, qui a été entraîneur national pendant des années, qui a ces derniers temps subi une délicate opération chirurgicale qui quand même connaît d'énormes ennuis de santé, et par-dessus tout il a également des problèmes au niveau de l'hébergement, puisque la bâtisse qui lui permet qu'il a des années durant lui a permis d'abriter sa famille risque de l'éloigner par des mesures administratives des héritiers de l'ancien patron de l'immeuble, et qui se retrouve peut-être demain ou après-demain à la rue avec toute une famille à sa charge. Et il faut savoir que Mohamed Gouni, à qui on souhaite un prompt rétablissement, est fils de Shahid. Je pense qu'il est quasiment impératif aux responsables du ministère de la Jeunesse, au comité olympique, à la fédération d'haltérophilie, de lui prêter tout l'aide et le soutien, l'assistance voulue. Aussi, j'aimerais profiter de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à la famille Mebarek Abdelghani, qui a été président du club amateur du Mourdia, qui vient de perdre son papa, qu'on appelait affectueusement Didi Hamida, qui a été le premier charpentier algérien qui construisait des bateaux. À toute la famille Mebarek, nous présentons nos sincères condoléances à Rachid, à Omar et puis toute la famille. On profite de la présence de notre consultant qui a plus de 50 ans dans le domaine du sport et du journalisme, qui nous fait rappeler les anciens. Et c'est bien de lutter contre la politique de l'oubli. Donc vous partez le 22 de ce mois, début de compétition le 26, le 25, vous êtes 14 athlètes. Donc l'objectif, vous l'avez dit, c'est avoir au moins une médaille de bronze. Vous connaissez très bien le niveau mondial. C'est faisable une médaille de bronze? Très faisable, Inch'Allah. Bon, on a dit qu'il y a des problèmes dans la préparation, mais ce n'est pas des excuses. Ouais. Pour moi, personnellement, ce n'est pas des excuses. Inch'Allah, si je pars, c'est pour une médaille. Au moins, bien sûr, parce qu'on a déjà vécu le tatami mondial, donc j'ai à peu près une vision des athlètes qui sont pourquoi pas une finale. Une finale pour une médaille. Mon frère, à 11 ans, en 2003, vous avez participé au championnat du monde de Malaisie, vous avez eu la 3e place. Non, je suis la 3e place. C'est Missib Sahamadine. Un dernier mot peut-être avec le DTN. Je suis très content d'être avec vous. C'est un honneur pour nous. Merci. Je tiens à vous saluer
tous. Voilà. Juste un petit mot pour le ministre. Oui. J'espère qu'il va nous aider. Ouais. Et il est toujours là. À chaque fois, on parle le voir, il est toujours là. Les années précédentes, la fédération de karaté a vécu de grands problèmes. Le message est destiné donc au ministre, c'est d'aider ceux qui sont. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et surtout bonne chance, espérons des médailles. Merci Wahiba d'avoir été parmi nous, merci Abdelmal Belkhair, on se retrouve lundi prochain pour d'autres informations plus fraîches. On remercie notre réalisatrice Wafa Larouati et notre script Nordine Fodil et tous les techniciens du studio numéro 7. À lundi prochain.